On est parti. On est parti. Bonjour Gwendal, merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Tout d'abord, comment vas-tu? Très bien, à cette veille de possible reconfinement. Et ça va, ça va très Ça va bien. très bien. Un énième reconfinement qui, on y reviendra un peu peut-être pour un chef d'entreprise, ramène aussi des challenges, toute cette pandémie de coronavirus. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment te définis-tu en tant que personne? Je pense que deux grandes caractéristiques, c'est l'exigence et l'envie d'entreprendre. Je pense que je suis quelqu'un d'assez exigeant vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes équipes, même à titre perso, avec les bons et les mauvais côtés. Et quelqu'un qui est entrepreneur et qui aime bien bâtir, qui aime bien construire, d'autant plus quand c'est collectif, parce que ça fait des super aventures humaines, quoi. Et à quel degré aujourd'hui penses-tu être toi-même? Parce que c'est un process un peu dans toute la vie. On se dit, on se voit quand on est gamin, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais développer tel trait de caractère, je vais évoluer sur telle chose. Aujourd'hui, sur ta vision de toi finale, tu penses être à quel pourcentage? Je pense que sur la case euh, personnelle, je suis très fier de ce que j'ai réussi à accomplir. J'ai une femme que j'adore, j'ai deux enfants qui grandissent très bien et ça, c'est une grande fierté. Sur la case un peu plus entrepreneuriale, professionnelle, je suis aussi très fier de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, même si je suis très prudent et que rien n'est jamais acquis. Et peut-être du coup sur un certain nombre de défis que je vois dans le futur plutôt long terme, j'en mettrai un peu deux grands. C'est un, plus de voyages, plus de découvertes. Ça, c'est quelque chose qui me titille et que, du coup, pour un certain nombre de contraintes, notamment ces derniers temps, j'ai un peu dû mettre en pause. Et le deuxième, c'est peut-être d'avoir encore plus d'impact. Et donc, voilà, j'exclus pas à long terme de peut-être sortir de l'entrepreneuriat un peu classique au sens entreprise du terme Ouais. pour avoir quelque chose de peut-être un peu plus social ou sociétal ou sous des formes à définir, mais pas forcément avec un modèle économique. Comment tu as grandi? Dans quel environnement et quels souvenirs t'en gardes? Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, euh, alors toute proportion gardée, mais en tout cas, on était trois enfants et donc cinq en tout. Donc, je regarde beaucoup de souvenirs à la fois de bataille avec mes sœurs, parce que je suis le petit dernier et j'étais, je pense, assez horrible quand j'étais petit. J'étais assez bagarreur, notamment avec mes sœurs, etc. Mais aussi forcément des super moments avec elles, avec mes copains, etc. Beaucoup d'eau, entre guillemets, dans mon enfance, au sens maritime du terme. J'ai beaucoup navigué, que ce soit sur des planches à voile, des surfs, des petits, des gros bateaux en France, à l'étranger. Parce que j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer en Bretagne. Et aussi déjà, quand j'étais petit, cette culture entrepreneuriale que mon père m'a transmise. On peut même peut-être, sans mauvais jeu de mots, mais parler de virus. Je ne sais pas si c'est très approprié en cette période, mais voilà, que clairement j'ai attrapé assez petit parce que mon père me racontait déjà ces histoires un peu d'entrepreneuriat sur des logiciels d'images satellites, etc. Quand moi j'avais, je sais pas, 7-8 ans, quoi, quand j'étais à peu près en âge de comprendre. Donc ça a un peu bercé partie, entre guillemets, de mon enfance. Et par rapport à la pratique des sports, entre guillemets, nautiques, est-ce que c'est de là que tu puises, en fait, au final, cette exigence que tu as encore aujourd'hui de performance et d'exiger de toi-même rien d'autre qu'au final l'excellence? Oui, clairement. Moi, quand j'étais petit, j'étais en classe de sport-études. Et à la suite, du coup, de ça, j'ai aussi fait beaucoup de compétitions à haut niveau en bateau, que ce soit en France ou en Angleterre. Et du coup, cette exigence, ce dépassement de soi, et le faire aussi de façon collective, quand on est à 7 ou 8 sur un bateau, je trouve ça génial.
Donc ça, oui, clairement, l'aspect compétiteur, sportif, irrigue, on va dire, mon caractère exigeant et entrepreneurial. Tout ça, c'est assez évident. d'aujourd'hui. Et dans ces sports où tu parles un peu d'un collectif, on est à 7-8 sur un bateau, à quel niveau c'est challengeant mentalement et comment on s'y prépare quand quand on se met en place pour une compète? Je pense que tu as dit le bon mot, c'est-à-dire préparation, quoi. Préparation, préparation, préparation. Et il n'y a pas de victoire sans préparation, sans travail, sans anticipation. Et du coup, il faut essayer d'anticiper un peu les différents schémas possibles sur un bateau, que ce soit sur le bateau en lui-même, mais aussi bien sûr avec les concurrents, avec la météo, avec parfois les cailloux, les courants. Et il faut aussi être préparé à l'inconnu, en fait, et se dire si entre guillemets, avoir un logiciel qui permet, un logiciel un peu collectif sur un bateau, même s'il y a un skipper qui donne les orientations, et d'être prêt aussi à l'inconnu. De se dire, si ça ne se passe pas comme prévu, si on a beaucoup plus de vent que prévu, si finalement on fait, je sais pas, un départ catastrophique alors que c'était pas prévu, si on a une avarie, etc., ne pas perdre ses moyens, quoi. Et c'est vrai qu'à à cet égard-là, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut assez facilement faire avec le monde de l'entreprise. Et même par rapport à l'échec et à l'inconnu, je pense qu'on y reviendra un peu. Au basket, il parle d'avoir la mentalité du prochain jeu. Même si tu as raté ton shoot tout de suite, oublie-le, parce que sinon, ça te pourrait le reste du match. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir, même si on veut les mettre tous, donc dans cette exigence-là, de pouvoir aussi continuer à avancer et ne pas rester sur le problème d'avant. Quand on fait une légère transition, que tu dis que tu es en sport-études, comment tu choisis, dans quel état d'esprit tu es quand il faut passer aux études supérieures? Est-ce que tu envisages de continuer dans ce chemin-là, de pouvoir continuer à pratiquer beaucoup de sport, ou tu as une vision d'aller faire des études entre guillemets plus classiques pour aller dans un domaine en particulier? Moi, je nourrissais quand j'étais petit, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, hein, je disais marin professionnel, enfin, au sens typiquement au coureur du Vendée Globe, quoi. Oui. Donc c'est pour ça, en plus, ça colle avec l'actualité. Donc ça, c'était vraiment mon rêve de gosse. Et mes parents, notamment mon père, m'en ont plutôt dissuadé en me disant, entre guillemets, passe ton bac d'abord, et puis tu pourras toujours y revenir, mais la voile, globalement, contrairement au football, ça n'a rien à voir, hein. Globalement, il y a très très peu de gens qui arrivent à en vivre de la voile d'un point de vue professionnel, en tout cas des coureurs. Il y a bien sûr une économie autour du nautisme, etc., mais des coureurs professionnels, il y en a très peu. Il y en avait d'autant moins il y a 15-20 ans quand j'ai débuté ma carrière, enfin, quand j'ai dû faire mes choix plutôt d'études. Euh, et donc, du coup, c'est passé pour moi, c'était quand même assez clair. Et d'ailleurs, le contrat en sport-études, il est surtout sur les études, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une double exigence, hein, mais si les études ne sont pas au rendez-vous, en sport-études voile, vu qu'ils sont conscients qu'il y a très peu de débouchés professionnels, ils préfèrent du coup sortir, entre guillemets, les personnes en leur disant c'est pas parce que tu es champion de France d'un côté, mais que tu es en échec scolaire que tu vas pouvoir continuer comme ça. Donc ça a toujours été pour moi assez clair de dire c'est un sport de haut niveau et je m'éclate en le faisant. Par contre, voilà, il faut que je trouve ma voie ailleurs, quitte à ce qu'il y ait certains moments où ça se recoupe. Quand je pense qu'on a brièvement là parlé, quand tu as ton désir là qui se confronte un peu un peu au réalisme et un peu aussi, je vais appeler ça un peu un sécuritarisme des parents. Ils se disent, faut que tu envisages les choses d'une autre manière. Comment tu le vis? Je pense qu'à l'époque, j'avais assez peu de recul par rapport à ce que me disaient mes parents. Et que du coup, ouais, j'ai plutôt pris les choix. On m'avait fortement conseillé d'être ingénieur comme mon père. J'ai été ingénieur comme mon père. Et les études supérieures, ça se passe en Bretagne ou tu déménages un peu, tu sors du cocon familial? Non, c'est là où, du coup, j'arrive à Paris. Il y a maintenant 20 ans. Je pense que je suis arrivé à Paris en
en 2000, en gros après mon bac, quoi. Et du coup, j'y suis resté à la fois pour les études. Je suis revenu en Bretagne pour démarrer ma carrière, où j'avais fait mon stage de fin d'études qui s'est ensuite transformé en CDI, mais pour assez vite revenir sur Paris pour saisir des opportunités professionnelles. Et comment ça se passe quand c'est cette première fois où tu vis cette première indépendance? Alors pour moi, ça n'a pas été un énorme changement. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un foyer et en termes de valeurs que mes parents m'ont transmis, il y avait toujours cette notion de un peu de responsabilité, d'autonomie, en disant bon, tant que ça marche bien à l'école, on se mêlera pas trop on se mêlera pas du tout même de tes devoirs, etc. Tant que tu fais pas de bêtises à côté, on te demandera pas avec qui tu es. Et donc du coup, j'avais toujours été assez autonome entre guillemets avec j'habitais à la campagne, j'avais une mobilette pour aller un peu où je voulais, je dormais chez les uns et les autres, etc. Donc du coup, quand je suis arrivé à Paris avec mon petit appart, etc. Ce côté un peu indépendant ou autonome en tout cas, pas indépendant, mais en tout cas pas financièrement, je l'avais déjà en partie. Euh, donc du coup, ça n'a pas été une énorme rupture. Là où chez certaines autres personnes, voilà, on voyait qu'il y avait une rupture beaucoup plus forte avec des gens qui étaient sans doute dans des cocons peut-être plus protecteurs et qui avaient eu un cadre beaucoup plus prégnant, entre guillemets, et qui du coup devaient vraiment faire cet apprentissage de la liberté, quoi, et avec des fois des excès voilà, qu'on a pu connaître. Classique en école d'ingénieur, je peux dire. Exactement. Et comment tu penses que le fait que tu as été préparé à vivre, que tu as été autonome assez vite et du coup en phase pour vivre à Paris, loin de chez toi et connaître tes priorités d'école, etc. Comment ça, tu penses que ça impacte la réussite de ces premières années d'études supérieures et que ça te met dans un bon tremplin pour après avoir la carrière que tu as pu avoir jusqu'ici? Je pense que ce qui est important, et ce que aussi moi maintenant j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est de savoir pourquoi on le fait, quoi. Et, euh, et quand même de se dire pourquoi c'est important d'apprendre, c'est pas juste pour avoir son diplôme. C'est pourquoi c'est important d'avoir le diplôme, parce que ça peut permettre de choisir son travail, de choisir quelque chose de plus stimulant, de voyager, bien sûr d'être dans des sans doute meilleures conditions matérielles, très clairement, que si on n'a pas de diplôme. Ça répond à la question que je voulais te poser après, de savoir si on fait une pause entre guillemets en sortie d'école d'ingénieur, quels les conseils que tu aurais pu donner. Du coup, si je résume, c'est de ne jamais perdre d'objectif le pourquoi, et c'est limite plus important que le diplôme en lui-même. Pourquoi on se lève tous les jours pour aller à l'école? Ouais, je pense en effet, ça c'est un point très important. Et puis j'en rajouterai un autre, c'est qu'en complément des matières qu'on apprend vraiment sur les bancs des amphis ou en TD, etc., ce qui me paraît être hyper important, c'est aussi ce qu'on peut faire à côté dans les cadres associatifs des écoles ou des universités ou du bénévolat, etc. Et aujourd'hui, par exemple, quand on recrute, dans la société dans laquelle je suis, c'est vrai qu'on voit que ça fait quand même un peu la différence. Des personnes qui auraient eu qu'un apprentissage purement académique et qui ont assez peu, entre guillemets, roulé leur bosse à côté, on voit qu'ils ont un regard un peu plus naïf sur les choses, etc. Là où il va y avoir un peu plus de subtilité, de relief, etc., quand les personnes auront justement pris des initiatives, qui se seront déjà un peu confrontées à une petite échelle. Typiquement, les associations, ça s'y prête bien, je pense. Oui. Et, quand tu arrives en milieu professionnel, ça se passe comment les premières années et est-ce que c'est dans ces années-là que tu dis que je vais entreprendre ou ça a été déjà, comme tu l'as dit, déjà branché en toi quand tu étais plus petit? Est-ce que c'est un moment où ça se révèle ou comment ça se passe dans ces premières années en entreprise? Je pense que j'avais volontairement un peu, je ne vais pas dire mis en sourdine, mais je m'étais dit que j'avais envie et besoin d'apprendre d'abord dans un environnement enfin, d'une entreprise établie et de ne pas entreprendre à la sortie d'école
voilà, convaincu du fait que bah, c'est quand même bien d'apprendre dans des choses qui existent déjà. J'étais pas encore exactement sûr d'ailleurs des secteurs d'activité dans lesquels je voulais travailler. Donc ça, c'était assez naturel pour moi. Par contre, c'est vrai que bah, je l'avais certes mis en sourdine, mais je me rends compte avec le recul que, en fait, très vite, dès qu'il y a eu une opportunité avec des amis de créer, en fait, ça s'est réveillé, quoi. Et d'ailleurs, sans doute que j'ai pas été assez critique à l'époque, maintenant avec le recul, sur mais pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est juste parce que tu as envie d'entreprendre pour entreprendre? Ou est-ce que tu es vraiment convaincu de l'idée, du business case, du fait que ça va te plaire comme secteur d'activité? Il y avait une sorte un peu à l'époque, peut-être d'éblouissement par waouh, je vais entreprendre, ça va être génial, quoi. Ouais. Et un peu entreprendre pour entreprendre. Qui je pense, n'est pas forcément une bonne idée. Je reviens un peu en pourquoi tu le fais. Je pense que c'est important de se dire aussi, mais pourquoi tu veux entreprendre et donc, du coup, dans quel schéma, quoi. Non, c'est compliqué. Et cette première aventure, elle se passe comment avec des amis dans l'entrepreneuriat? Des hauts et des bas, et on a assez vite eu des premières victoires. Donc, c'était une société d'édition de livres numériques. On a assez vite eu des premières victoires comme le fait d'être accepté dans l'incubateur de Télécom Paris, le fait d'avoir des subventions, des premiers articles de presse, etc. Donc ça, c'était assez grisant, parce que bah, forcément, quand on crée, c'est vrai que c'est une sacrée adrénaline de voir que ce qui naît d'abord dans un salon, petit à petit, ça prend forme sous la forme d'un deck, ou en tout cas de quelques planches, quelques slides, etc. Puis petit à petit, ça y est, ça se construit, on a des locaux, tiens, on a le cabis, on a créé la société. Donc tout ça, c'était assez grisant. Par contre, je pense qu'on n'était pas suffisamment clair sur un peu, enfin, sur plusieurs choses, mais sur principalement le modèle économique et la gouvernance. C'est quand même deux piliers assez forts avec le recul. Et donc, du coup, assez vite, on s'est confronté au marché. Alors, ça fait partie aussi de la vie des startups. Il y a quand même la majorité des startups qui décèdent, qui vont pas plus loin. Et ben voilà, nous, on a fait partie de celle-là. C'est-à-dire que on était en plus sur un modèle B2C où on voulait vendre aux consommateurs du coup des contenus éditoriaux créés spécialement pour le numérique, mais à des prix très petits, quoi. Donc, c'est-à-dire 50 centimes ou 2 euros la nouvelle ou des contenus un peu spécifiques pour le format digital. Et en fait, ce qu'on avait très mal anticipé, c'est que pour y arriver, il faut des moyens colossaux en marketing pour pouvoir atteindre ou alors il faut avoir un coup de bol et d'avoir un contenu qui est viral tout de suite. Mais bon, ça arrive très, très, très rarement. Voilà, à la fois, du coup, ça, sur le modèle économique, on s'est quand même très vite confronté au marché. Puis ensuite, sur la gouvernance, qui est un peu liée au modèle économique, c'est-à-dire que quand tout va bien, généralement, les faiblesses de la gouvernance, entre guillemets, on ne les voit pas forcément. Par contre, dès que c'est un peu plus dur, parce qu'on est en retard sur le business plan, on a un peu plus de mal à aller trouver des fonds, etc., c'est là où on voit parfois un peu des divergences de points de vue et où la façon dont on décide au sein d'une entreprise, c'est assez crucial. Si je reprends l'analogie par rapport au bateau, c'est de se dire, quand on affronte la tempête, qu'est-ce qu'on fait, qui à un moment doit prendre des décisions si l'équipage n'est pas d'accord, etc. Si aujourd'hui tu refaisais cette aventure avec ce que tu sais, ce serait donc de mettre une belle emphase sur la gouvernance, le marketing et le modèle économique. Si j'ai bien compris. Ouais, en effet. Et ça c'est clairement. Alors, j'anticipe un peu sur l'histoire entrepreneuriale que je vis maintenant, dont les démarrages sont très différents parce que du coup, on démarre tout de suite avec du chiffre d'affaires chez Actionable. Et donc, du coup, moi, je conseillerais quand même du coup de démarrer ou de sauter le pas, par exemple, de démissionner de son job, etc. Quand on a déjà sécurisé peut-être un premier client, ne serait-ce que sur un proof of concept, sur quelque chose d'un peu de ça, de s'être déjà un peu confronté au marché, quoi, et de pas trop intellectualiser le
le modèle économique, le business plan, de ne pas faire 15 milliards de business plan PowerPoint, mais plutôt d'avoir quelque chose qui très vite rencontre son marché. Et surtout, chose que je n'ai pas forcément explicité, c'est la capacité de s'ajuster, quoi. Et les boîtes qui marchent bien, hein, généralement, quand on regarde rétrospectivement, en fait, elles ont souvent fait des petits virements de bord, des petits choix stratégiques pour se positionner au bon endroit, continuer à avoir vraiment un différenciateur sur le marché, et puis parfois prendre même des décisions un peu radicales en disant on a testé dans cette voie-là, on se rend compte que ça ne marche pas, on pivote et on va garder ce qui marche bien. Ça peut être de la technologie, ça peut être une marque, ça peut être bien sûr une équipe, etc. Et on va faire quelque chose de différent parce que sinon, là, on va dans le mur. Et donc, je pense que c'est surtout important de savoir vite arrêter si on sent que ça ne marche pas et de prendre les bons virages plutôt que d'être sûr, d'essayer d'intellectualiser au début sur le fait que c'est la meilleure idée, etc. Parce que tant qu'on n'a pas la réponse du marché, on ne sait pas forcément quoi. Et du coup, là, j'ai deux questions qui me viennent un peu à l'esprit. La première, j'ai utilisé peut-être des mots forts pour vouloir dire quelque chose de très nuancé. Mais pourquoi c'est important entre guillemets, planter sa première boîte? Non, j'ai pas dit que c'était important, hein, mais que, en tout cas, je pense, autant de valeur d'apprentissage de planter, avec le recul, hein, de planter une boîte que de réussir. Après, il faut avoir une capacité à digérer aussi et à tirer les enseignements. Et moi, je pense que j'ai vraiment autant d'apprentissage et de force que je tire de cet échec, par exemple, parce que ça reste un échec, que de réussite que j'ai eu par ailleurs. Donc, voilà. Et je pense que ce point-là, il peut être historiquement un peu contre-intuitif dans la culture des affaires économiques françaises, où historiquement, on n'avait pas forcément une acceptation de l'échec. Moi, je suis quand même surpris du fait que ça change. Avant d'arriver sur le retour, entre guillemets, dans les entreprises classiques, quand cette première aventure se finit, est-ce que tu te dis, je reviendrai? Je vais me repréparer, je vais prendre deux pas et je reviendrai pour mieux sauter. Ou tu te dis, je vais juste retourner au salariat et advienne que pourra par la suite. Je me dis un peu les deux, c'est-à-dire je me dis, je me dis très pragmatiquement, j'ai besoin de revenir au salariat pour faire bouillir la marmite, pour concrètement avoir un salaire qui tombe, voilà. Et ça, parce que du coup, j'avais vraiment plus d'argent. Oui. Et puis besoin un peu de prendre du recul, de cicatriser l'échec, etc. Et oui, un peu consciemment ou inconsciemment, c'est toujours en arrière-pensée de me dire oui, je reviendrai, quoi. Je ne veux pas, faut pas que je reste sur un échec. Mais ça a mis un peu de temps. Donc, le retour au conseil, il dure peut-être 4-5 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, je rejoins Accenture après ma première startup. Et là, j'y passe 5 super années, un peu plus même, 5 et demi, je crois. Super boîte, vraiment avec une culture hyper familiale. En plus, j'avais la chance d'être dans une équipe très serrée, un peu l'équipe entrepreneuriale, entre guillemets, au sein d'un gros paquebot. Donc, c'est avoir les avantages d'une grosse structure en termes de process, de formation, etc. Mais l'ambiance, je ne vais pas dire d'une start-up, peut-être pas exagérer, mais en tout cas une vraie ambiance d'équipe où un peu tout le monde se connaît. Donc ça, c'était génial. Et ouais, j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup structuré. Et à quel moment dans cette aventure Accenture pour la clore, tu te dis, OK, j'y retourne dans l'entrepreneuriat? Ouais, je pense que c'est un peu l'alignement de deux facteurs. C'est un peu un cycle. Parce que je pense qu'on a un peu tous des cycles. Alors je pense qu'en début de carrière, on pense qu'au bout de 1 ou 2 ans, on a atteint un cycle, hein, parce que je pense qu'on se lasse assez vite. Je pense que plus on avance dans les âges, plus les cycles sont longs. Voilà, et donc du coup, moi j'estimais qu'au bout de 5 ans, j'avais un peu fait le tour. Donc ça, c'est le premier facteur.
Puis le deuxième, c'est le facteur d'opportunité de marché, quoi. Et du coup, de voir cette opportunité de marché sur les sujets de data et d'intelligence artificielle, avec une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus centrée sur le business d'abord, capacité à faire rentrer des clients très vite. Parce qu'en gros, quand j'ai créé Actionable, je faisais la même chose que ce que je faisais avant chez Accenture, sauf en étant cofondateur, en partie mon propre patron, etc. Donc, voilà, c'est de faire en gros la même chose, stimulant, sympa, parce que moi, c'est des sujets qui me plaisent bien, mais avec les avantages de l'entrepreneuriat, donc la capacité de le faire un peu à sa façon, de gommer ce qu'on peut trouver perfectible dans les grandes structures, donc avec notamment plus d'agilité. Voilà. Et du coup, arrive Actionable en 2016. Exactement. Je vois que tu as bien préparé tes fiches. J'ai fait mes DM. Je vois ça. C'est quoi, si tu devais nous dire le principe d'Actionable et comment ça se passe? Alors, je vais faire un peu une réponse double. Il y a le principe au début, et puis il y a le principe maintenant. Le principe au début, c'est d'apporter une réponse un peu pragmatique aux problématiques autour du big data et de l'intelligence artificielle, sans vraie spécialité. Et honnêtement, au début, alors je ne sais pas si je devrais dire ça, mais on a vraiment réussi à croître assez facilement avec les apports des associés cofondateurs, chacun apportant un peu différents actifs on va dire dans la dot de la mariée, quoi. Et donc du coup assez vite en fait on a eu des premières missions, des premiers projets, des premiers contrats et du chiffre d'affaires, que ce soit dans le secteur du luxe, dans le secteur des médias, dans le secteur de la banque, etc. Donc avec une approche en fait un peu sans stratégie, si je suis un peu provoque. C'est de se dire, notre stratégie, c'est de ne pas en avoir et d'être opportuniste. Et dans ce un peu grand cadre que le big data et l'intelligence artificielle, on va d'abord prendre des parts de marché, aller faire du chiffre d'affaires, et après, entre guillemets, on verra quoi. Et donc du coup, ça nous a permis de nous développer assez rapidement, et puis de façon indépendante financièrement pendant les 3 premières années. Et c'est là où on s'est dit, au bout de 3 ans, c'est bien, parce que du coup, on a réussi à construire une équipe, c'est top, on est une trentaine. On a une marque qui commence à être un petit peu connue, on a quelques petites victoires, des prix à droite à gauche, etc. Par contre, c'est le bon moment de choisir vraiment une stratégie, parce que dans un marché qui mûrit, forcément, il y a un peu des spécialistes. Dans la data et l'IA, ça devient un domaine assez vaste. Il y a des spécialistes de certains secteurs d'activité, il y a des spécialistes de certaines sous-disciplines du big data et de l'IA, certains qui vont être plutôt bons en analyse d'image, d'autres en analyse de langage, etc., etc. Et c'est là où on décide, du coup, après une étude de marché et une décision entre associés, de vraiment se spécialiser sur l'intelligence artificielle à finalité durable. Donc, mettre la data et l'IA au service de l'environnement, de la planète, de la société. Convaincu qu'il y a une super opportunité à saisir, une opportunité de marché, et que par ailleurs, c'est un super carburant pour attirer et retenir l'équipe, parce que ça reste un métier de femmes et d'hommes, hein, et fait de matière grise. Et donc, du coup, la capacité à attirer et retenir les meilleurs, c'est un point qui est important. Et c'est à ce moment-là, donc il y a du coup 1 an et demi à peu près maintenant, qu'on a décidé de pivoter l'entreprise et de progressivement spécialiser l'intégralité de ce qu'on fait, de notre développement commercial, de ce qu'on fait en R&D, de nos projets, avec une finalité durable, qu'elle soit environnementale, sociale ou sociétale. T'en parlais tout à l'heure, le fait de se confronter au marché et de pouvoir s'adapter. Et du coup, là, c'est le marché qui vous, entre guillemets, hein, même si c'est un choix interne, qui vous pousse à vous spécialiser, à vous tourner dans une certaine direction de sustainable. Et comment cette transition se fait? À quel point c'est dur?
de faire cette transition-là, de changer des mentalités qui se construisent au sein des équipes, etc. Alors, en fait, c'est surtout difficile sur les aspects humains, en fait. On en revient toujours à ça, hein, mais c'est-à-dire que assez vite, tout le monde, on a réussi à aligner tout le monde, hein, entre guillemets, enfin, l'équipe, les associés. C'était assez difficile d'ailleurs d'être contre, entre guillemets, de dire ah bah tiens, on fait de la data et de l'IA conventionnelle, entre guillemets, enfin, sans impact spécifique positif sur la planète, machin. Et maintenant, tu vas faire en gros à peu près la même chose, mais par contre avec une finalité à impact. Après, dans la réalité, c'est quand même un peu différent, parce que du coup, ça amène quand même des compétences nouvelles, ça amène potentiellement des choix un peu structurants en termes de territoires dans lesquels on va aller travailler, certains secteurs d'activité dans lesquels c'est plus facile de trouver des vrais enjeux durables et d'autres où ça l'est un peu moins. Et donc, du coup, cette période de transition, avec du coup, quand même, il y a des équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle le legacy, quoi, donc ce qu'on faisait avant, à opérer vers ce vers quoi on veut aller. Et donc, du coup, à quel moment on resserre un petit peu les mailles du filet, à quel moment on est un petit peu plus strict, à quel moment on met vraiment un cut et on dit, bon, bah ça y est, on fait plus que ça. Et les propositions et les demandes sur de la data et de l'IA conventionnelle, on les prend plus parce que sinon ça devient contre-productif et on y passe du temps et c'est autant de temps qu'on passe pas sur aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux projets. Et donc, du coup, c'est ça qui est vraiment difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand il y a un impondérable qui s'appelle le Covid, quoi. Parce que du coup, on s'était donné 6 mois pour transformer un peu de l'intérieur nos offres, nos solutions techno, etc., pour être prêts à vraiment l'enclencher et le communiquer au marché. Et donc, on l'a communiqué en janvier de 2020. Et donc, à partir on va dire, du 15-20 février, voilà, on commençait déjà à parler de Covid, de préparation du confinement, puis après, il y a voilà, tout ce qu'on connaît. Et donc, du coup, quand on est en train de pivoter comme ça, et qu'il y a du coup ce choc sanitaire, économique, etc., qui arrive, ça, c'est une difficulté supplémentaire parce que du coup, très vite, on a des réflexes un peu conservateurs de survie en se disant bon, on va d'abord sécuriser la base, on va continuer à faire du conventionnel, ce qu'on faisait avant, et puis le durable, on verra après. Il faut d'abord faire bouillir la marmite, le bas de la pyramide de Maslow, hein, entre guillemets, et puis on verra après. Voilà. Sauf que ça, bon, c'est normal et c'est naturel et c'est ce qu'on a fait et je pense qu'on a bien fait de le faire. Par contre, ça ne peut pas durer tout le temps, quoi, parce que du coup, sinon, si on met 5 ans pour vraiment pivoter l'entreprise, il y a aussi un risque d'être, en fait, pour parler un peu crûment, le cul entre deux chaises, quoi, et de plus être vraiment un acteur généraliste de la data, mais de ne pas être vraiment non plus un spécialiste de l'intelligence artificielle durable. Et donc, on est vraiment là-dedans. Et donc, du coup, ce qu'on fait vraiment, et je trouve de mieux en mieux collectivement, avec les associés et le management, c'est d'essayer de financiariser, entre guillemets, au maximum et d'objectiver avec des indicateurs, des métriques de plus en plus précises, un peu le risque de transition, la vitesse à laquelle il faut aller, et qu'on puisse vraiment factualiser au maximum, piloter, corriger, ajuster, être vraiment un peu dans la haute couture, dans quelque chose d'un peu précis, parce que sinon, si on est un petit peu dans le vent et dans les convictions, ça marche pas. Et là, du coup, j'ai encore deux questions par rapport à ça. Je pense que du coup, tu parles d'IA durable. Moi, j'avais lu intelligence artificielle verte. Comment on l'a définie et quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour y arriver en termes d'archi et de process entre guillemets internes? Alors, je pense que dans le terme un peu générique d'IA verte, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a à quoi sert l'IA? Ça, c'est la finalité. C'est moi ce que je pense qui est le plus important. Et donc, du coup, de dire, tiens, une IA qui va aider à se prémunir contre un risque d'inondation, un risque de sécheresse, faire avoir des entreprises ou des habitations plus résilientes au changement climatique. Là, on est vraiment sur le à quoi ça sert, quoi. Oui. Ça, c'est plutôt sur la finalité. Et ensuite, il y a le comment on fait. Et on parle, par exemple,
d'IA frugales, d'IA sobres, qui vont consommer peu de ressources. Oui. Et donc ça, c'est plutôt un sujet de comment. Et donc comment on l'a construit, typiquement en essayant de réutiliser au maximum ce qui existe. Il y a déjà sur le marché, notamment dans l'open source, des modèles qui existent, qui, sur la partie qu'on appelle l'entraînement, qui est la plus consommatrice de ressources, d'énergie en l'occurrence, ça permet de réutiliser et de n'avoir qu'une petite partie à paramétrer. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut faire dès la conception. Et puis, si on veut aller dans cette direction-là, ça doit faire partie du cahier des charges. Et de dire, moi, je suis prêt à avoir un compromis, parce que tout est une histoire de compromis, hein, entre la performance d'un côté, la précision de l'algorithme, le nombre de votes positifs, etc., et d'un autre côté, sa consommation électrique. Et du coup, on n'a peut-être pas la même exigence quand on fait du ciblage publicitaire que quand on détecte un cancer. Oui. Voilà. Et donc, du coup, voilà. En synthèse, il y a vraiment ces deux notions du comment et du pourquoi, quoi. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on voit ce Covid qui commence un peu à rentrer dans les médias, au début, on pense qu'il est un peu loin de nous et au final, qu'on se rend compte qu'il se rapproche et qu'il se rapproche au final dangereusement. Comment on réagit et comment on gère, entre guillemets, de manière un peu synthétique? J'imagine que c'est une montagne russe un peu, mais dans quel état on passe et comment on finit à essayer, pour revenir un peu sur les sports d'eau, à maintenir le voilier à flot, quoi. Je pense que la règle qui a prévalu et qui prévaut toujours, c'est l'anticipation, quoi. C'est que quand on voit ça arriver, c'est un peu comme, pour toujours continuer sur le parallèle avec le bateau, on voit arriver un énorme orage ou une énorme tempête et on se dit, wow, celle-là, elle est quand même vraiment différente, elle est vraiment pas belle, elle a l'air d'être sacrément forte, et puis par ailleurs, on ne sait pas du tout combien de temps elle va durer, quoi. Et du coup, et plus on avance, plus on rentre dedans, et plus on a l'impression, et typiquement, c'était le cas, hein, plus on entendait, c'est la pire crise depuis 29, le monde va s'effondrer, il y avait le monde d'avant, il y aura le monde d'après, etc. Et donc, du coup, la règle, c'est déjà de garder son sang-froid et d'essayer d'anticiper le maximum. Et anticiper, ça passe beaucoup par, encore une fois, des métriques, hein, et avoir une approche un peu analytique, aller chercher des informations, que ce soit dans des lectures, dans des webinars avec soit des entrepreneurs, des économistes, etc. Puis essayer de digérer un peu tout ça. Et nous, très concrètement, on a mis en place une cellule de crise assez vite, qu'on a alimenté du coup avec ce qu'on pouvait voir à droite à gauche. On a vraiment resserré aussi et rapproché la fréquence de nos reporting et de nos comités de direction pour pouvoir passer un peu plus pour toujours continuer dans le parallèle, hein, en pilotage à vue, quoi. Et de se dire, on a besoin d'un cockpit vraiment en temps réel où ça clignote vert, ça clignote rouge, etc. Et prendre le pouls beaucoup plus fréquemment, quoi. Pour parler d'un sujet un peu plus fun que le Covid, on parlait au début de voyager. Pourquoi c'est important pour toi de voyager et d'en faire plus à l'avenir? Parce que je pense que c'est une chance qu'on a de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, de vraiment changer l'état d'esprit dont on voit certaines choses. Et à chaque fois que je l'ai fait, donc je l'ai beaucoup fait, hein, je l'ai fait un peu moins, forcément depuis 12 mois, et de se dire aussi que le temps passe, quoi. Le temps passe, et donc du coup, tout ce qu'on n'a pas fait, on pourra difficilement le rattraper. Voilà, c'est une soif d'apprendre, de découvrir, et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager en fait, partager avec mes enfants. J'ai eu cette chance-là quand j'étais petit et j'ai envie qu'ils aient aussi cette chance-là. Parce que je pense que ça, dans une enfance, dans une adolescence, ça aide aussi à se construire. Quand on voyage dans un pays pauvre, voilà, quand on voit que tout le monde n'a pas à toi, quand tout le monde ne mange pas à sa faim, etc. Alors on le voit aussi au coin de la rue avec le SDF, hein, mais là ça permet de relativiser les choses, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses que j'ai envie aussi de partager avec mes enfants, à la fois d'avoir des paysages superbes, mais aussi de leur montrer
la chance qu'ils ont et sans les culpabiliser, mais juste pour voilà, qu'ils aient un peu cette ouverture-là dans la façon dont ils vont se construire. De pouvoir mettre plus les choses en perspective. Et t'en reparles là, quand on est chef d'entreprise, quand on est peut-être sujet des fois à des stress un peu énormes, euh, pourquoi c'est important à la famille d'avoir ce cocon d'amour-là à côté? Je pense que c'est un rôle un peu de métronome, quoi. Et un rôle de pilier solide, de métronome. On sait que ça, voilà, on sait que ça bouge pas. Et puis, il y a à la fois pour moi le cocon familial proche, donc ma femme et les enfants, mais il y a aussi la famille un petit peu plus lointaine, il y a aussi les amis, il y a voilà, un peu ces différents cercles-là. Et du coup, même si par exemple la journée a été un peu difficile parce que, je sais pas, il y a un projet qui se passe pas comme on voulait, ou il y a quelque chose qu'on voulait obtenir, qu'on n'a pas obtenu, etc. Du coup, quand on franchit la porte de la maison, c'est de se dire c'est une nouvelle journée qui commence. Et donc, du coup, même si la première partie de la journée était mauvaise, il n'y a pas de raison que ça empiète sur la deuxième. Et puis, si ça se trouve, on va faire des trucs alors super sympas, de Lego, ou faire des crêpes, ou voilà. Donc, ça permet vraiment de voilà, c'est peut-être un peu tarte à la crêpe, mais de dire d'avoir cet équilibre pro-perso. Et je pense que l'un nourrit vraiment l'autre aussi. Quoi. D'accord. Et du coup là, on va passer sur le dernier segment où je vais te poser un peu des questions très très légères. Hein, j'aimerais bien avoir la première réponse qui te vient à la tête. Ça te va? Ouais, ok, je vais essayer de m'y prêter. Si tu faisais pas, j'ai utilisé les mots clichés. Si tu faisais pas chef d'entreprise, est-ce que tu ferais un métier créatif ou artistique et lequel ce serait? Explorateur, je pense que j'aimerais bien être explorateur. Je regardais Fort Boyard et puis je voyais qu'il y avait une des candidates qui était exploratrice. Et je me suis dit que ça devait être vraiment sympa comme métier. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'ai quelques noms qui me viennent en tête, hein, des Mike Horn, etc. Oui. Et ça me plairait bien. Ouais. C'est pas vraiment créatif, mais c'est créatif à ma façon. Bah, c'est créatif parce que faut survivre. Exactement. Euh, des chansons qui te rappellent ton enfance, qui te redonnent cette bouffée peut-être d'émotion et de tendresse. Jean-Jacques Goldman, clairement. Envole-moi, par exemple. En plus, c'est assez drôle parce que ma fille l'a apprise à l'école, donc du coup, on l'écoute Ah en ouais. boucle ensemble parfois. Et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, du coup, que tu essaies de transmettre à tes enfants? Non, Aya Nakamura, voilà, c'est à la fois eux et moi. Moi, ça me fait plutôt rigoler. Et donc, du coup, ça m'arrive aussi de l'écouter avec ses écouteurs quand je dois faire, quand je dois me concentrer. Donc, et j'assume. Ce qui est très courageux parce que beaucoup n'assument pas. Et je suis en premier coupable. Je sais. T'écoutes quoi? Non, rien. Non, Euh, non, 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 c'est de la pub. C'est de la pub. Et la dernière, c'est si tu devais passer un dîner avec qui tu le passerais, des personnes pour avoir une discussion stimulante, apprendre, peut-être faire avancer des choses ou juste des personnes que tu aimerais rencontrer juste. Moi, je pense à un explorateur ou le Dalai Lama ou voilà, quelqu'un de complètement, je ne vais pas dire aux antipodes, mais aussi un peu quand même quelqu'un aux antipodes de qui je suis. Et si on suppose que tu as le Dalai Lama en face de toi, c'est quoi la première question que tu lui poses? Quel est votre secret quoi, pour être aussi. Quel est le secret du bonheur? Je sais pas si quelqu'un a une réponse. Ouais. Bah, et on en parlait au début et maintenant que tu t'es prêté à l'exercice, qui voudrais-tu, si tu as un nom qui te vient en tête, voir se présenter avec nous et être notre invité dans un futur proche? Ouais, je pense à un copain de promo qui est aussi entrepreneur qui s'appelle Pierre Froin, qui a créé une entreprise qui s'appelle BioSerenity, qui est une belle réussite dans le secteur de la santé, de l'e-santé, qui a un parcours qui peut être aussi intéressant. Bah, on est arrivé, on a parlé, en tout cas pour ma part, de tout ce que je voulais évoquer.
Merci d'avoir partagé tout ça avec nous et d'être entré dans ces détails-là. Et on est très content en tout cas, je suis très content d'avoir eu cette conversation avec toi. Plaisir partagé. Merci, c'était un moment délicieux. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. À très bientôt.